voleurs de banque des États-Unis. Leur cible, une des banques les plus prospères du pays. Environ 90 secondes plus tard, ils sont sortis avec 283 000 $, puis ils ont disparu. Ils se sont enfuis. Nous ne savions pas qui ils étaient, ni où ils étaient partis. Ça a été le vol en espèces le plus important de San Diego. Il a fait plus de 9 millions de dollars en volant des milliers de voitures luxueuses. Ces voitures étaient si bien maquillées qu'un acheteur honnête ne voyait que du feu. C'était le génie d'un réseau international de vol de voitures. Les techniques qu'il utilise sont si avancées qu'elles ne laissent pratiquement aucune trace. Quand on est devant ce genre de technologie, on se rapproche du crime parfait. Découvrez comment il a fait son coup à Génie du crime. Nous sommes dans le sud de la Californie. Il fait chaud et les plages sont infinies. C'est le paradis des surfeurs à la recherche des plus belles vagues. Mais en 1980, la vague qui sévit n'a rien à voir avec la mer. En 1980, il y a eu une importante vague de vols de banque tout le long de la côte californienne. Le seul indice qui démontrait que c'était le même voleur qui commettait les crimes était qu'un des membres du groupe portait un énorme chronomètre suspendu à son cou. Le FBI ne savait plus où donner de la tête et a surnommé ce groupe le gang Top Chrono. Un voleur de banque ordinaire prend environ 1 500 $. Avec ce gang, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Le gang Top Chrono poursuivait sa série de vols dans toute la Californie et le FBI était de plus en plus frustré. Ce groupe n'en finissait plus de dévaliser les banques, empochant de grosses sommes d'argent et disparaissant sans laisser de traces. Je me souviens d'avoir enquêté sur cette organisation sans obtenir beaucoup de résultats. Nous ne savions pas vraiment qui étaient ces voleurs. Le FBI ne les connaissait pas parce qu'ils ne vivaient pas en Californie, mais en Arizona. En Arizona, ces voleurs ont une réputation bien différente. Ils sont reconnus comme d'excellents organisateurs de spectacles. Ces 3 hommes figuraient en haut de la liste des personnes les plus recherchées du FBI. Et tout le monde trouvait que c'était des personnes fort sympathiques. Le chef de la bande est si effronté qu'il séduit même la femme du shérif adjoint. Un jour, elle est rentrée en disant « J'ai rencontré des gens fantastiques. Un gars qui travaille dans le monde du spectacle et qui se rend en Californie assez souvent. » En Californie, pendant que le FBI suit de fausses pistes, le génie de la bande est en train d'organiser le vol le plus important de sa vie. Le gros vol de San Diego était le fruit de plusieurs mois de travail méticuleux. J'ai entendu sur ma radio que la Bank of America avait été cambriolée. Un vol de 283 000 $. Il était clair que ce n'étaient pas des escrocs ordinaires. Ils avaient bien planifié leur coup. Le génie Paddy Mitchell a commis le vol le plus important dans l'histoire de San Diego. La question est, comment a-t-il fait? Paddy Mitchell est le génie qui a réussi le vol en espèces le plus important dans l'histoire de San Diego. Il a volé plus d'1/4 million de dollars à la Bank of America. Ce qui distinguait le gang Top Chrono des autres bandes, c'était l'intelligence, la préparation et la finesse de chacun des gestes posés. Sous les ordres de Paddy Mitchell, on trouve Stephen Reed et Lionel Wright, 2 Canadiens qui ont commis de nombreux vols avant de fuir en Californie pour éviter les poursuites judiciaires. Après avoir quitté le Canada, ils sont venus en Californie et ont commis la plus importante série de vols de banque de l'État. Pour Paddy Mitchell, la première étape consiste à forger une nouvelle identité à ses complices. À la bibliothèque publique, il consulte les rubriques nécrologiques des vieux journaux. On trouve une personne à peu près du même âge qui est née dans un État et décédée dans un autre.
Le premier document qu'il faut se procurer est son certificat de naissance, puis on fait le reste. En quelques mois, nous avions les principales cartes de crédit. Munis de leurs fausses pièces d'identité, Mitchell et ses acolytes ciblent la Bank of America à San Diego. Ils sont allés à la banque et ont fait du charme aux caissières. Ils faisaient leurs retraits, leurs dépôts, installant ainsi une routine. Au cours de ces visites, ils surveillaient la banque. Plutôt que de voler les caisses, Mitchell décide de s'attaquer aux sommes plus importantes qui sont transférées de la chambre forte. Ils préparaient leurs coûts en fonction des livraisons et des cueillettes des camions blindés à la banque. Ce qu'ils voulaient vraiment, c'était l'argent du camion blindé qui était transporté à la banque. Les cambrioleurs ont dû faire une surveillance étroite de la banque et des camions blindés pour bien connaître le fonctionnement des livraisons d'argent. Ils ont suivi les camions blindés pendant des semaines d'affilée pour connaître leurs habitudes de déplacement, les endroits où ils s'arrêtaient. Ils connaissaient exactement le nombre de secondes écoulées entre chaque arrêt et le nombre de virages à gauche que le camion avait fait. Après avoir arrêté son choix sur le camion à voler, Mitchell demande à Lionel de trouver des véhicules pour leur fuite. Nous avons utilisé des fausses cartes d'identité pour louer des voitures, puis nous avons volé des plaques d'immatriculation. Mitchell vole des plaques sur des autos semblables aux autos louées pour éviter que la police ne les repère. Nous avons fait le transfert de plaques de modèles semblables aux nôtres. Puis, pour cacher leur identité aux témoins, Mitchell choisit des déguisements tape à l'œil pour la bande. Il existe beaucoup d'études sur les souvenirs des témoins. Ils se rappellent de détails qui sautent aux yeux, comme les déguisements grossiers que nous portions. Reed et Wright dissimulent leur identité en couvrant le bout de leurs doigts de papier collant transparent. Le 23 septembre 1980, après des mois de préparation minutieuse, le gang Top Chrono est arrivé à la succursale de la Bank of America à San Diego. Ils se sont pointés 5 minutes avant la livraison du camion blindé. Mitchell reste dans la voiture pour surveiller, pendant que Reed et Wright entrent dans la banque. Lionel Wright s'est dirigé dans un coin de la banque et a commencé à remplir un bordereau de dépôt. Stephen Reed s'est rendu au comptoir des prêts et a commencé à fouiller dans son porte-documents. Nous devions entrer dans la banque et rester à l'intérieur pendant 1 ou 2 minutes, selon ce que nous avions chronométré. Malheureusement pour eux, ce jour-là, le camion blindé est arrivé en retard et Paddy Mitchell suait à grosses gouttes dans la voiture. La livraison était en retard non pas de 5 ou de 10 minutes, mais de 20 minutes. Lionel m'a regardé. Il venait de remplir son 100e bordereau. Dites-moi, combien de fois peut-on remplir le même bout de papier? La sueur de Reed fait maintenant couler son maquillage. Le collant transparent commence à se détacher des doigts de Wright. La tension montait. Où étaient les gars? Qu'est-ce qui se passait? Mitchell est prêt à tout annuler. Je regardais ma montre, l'horloge de la banque, quelque chose n'allait pas. Après 20 minutes stressantes, le camion blindé arrive enfin. Il est entré, mais il fallait l'attaquer à la sortie. Reed observe patiemment l'employé charger le diable. Par la forme des sacs, il comprend qu'ils contiennent de la monnaie et non des billets. Ils ont fait 3 voyages. Les 2 premiers consistaient en pièces de monnaie. Ils les ont laissés passer, mais dans le 3e, les sacs de toile contenaient 283 000 $. Ils ont enfin ce qu'ils attendent. Stephen Reed s'est planté devant lui et a sorti une arme de la pile de papier qu'il avait entre les mains. Puis il a dit « S'il vous plaît, ne jouez pas au héros.
Ceci est un hold-up. Le chauffeur du camion a baissé les yeux et a vu l'arme de Reed. Ce dernier a ordonné à tout le monde de se coucher sur le plancher, puis il a subtilisé l'arme du chauffeur dans son étui. Lionel est arrivé derrière le gardien et lui a pris les sacs contenant l'argent. Environ 90 secondes plus tard, ils sont sortis avec 283 000 $, puis ils ont disparu. Mitchell et sa bande entament alors leur fuite. Les prochaines minutes sont cruciales. Nous avons mis l'argent et les armes dans des sacs de sport. Nous avons enlevé nos cravates et nos vestons. Ça va vite dans le feu de l'action. Il leur fallait se débarrasser de la voiture, de leur déguisement, de leurs perruques. Alors ils louaient un appartement où il y avait un stationnement souterrain. Ils mettent toutes les preuves du crime dans des sacs, y compris les bandes décoratives de la voiture. Un de leurs trucs était de maquiller leur voiture avec des bandes adhésives voyantes d'auto de course, par exemple. Ils mettaient des choses qu'ils pouvaient enlever facilement après le vol et qui distrayaient les témoins. Ils ont enlevé les plaques d'immatriculation et les ont remplacées par d'autres, volées elles aussi. Lionel place tous les déguisements dans la deuxième voiture. J'ai pris les bagages et je suis monté à l'appartement. Pendant ce temps, Lionel est parti seul dans la voiture car nous ne voulions qu'un seul passager à ce stade. Quant à Paddy, il est retourné à la banque. C'était son petit côté pervers. Il aimait retourner sur la scène du crime. Après avoir perpétré le plus gros vol de banque dans l'histoire de San Diego, Paddy Mitchell et ses complices échappent aux policiers. Leur seul problème est que le vol parfait risque d'être trahi par une autre cueillette en retard. Les palais de Buckingham et St. James sont en guerre. Des dossiers clos, des meurtres irrésolus, des assassins inconnus, toujours en liberté. À l'aide de techniques modernes, des experts retournent dans le temps et dépoussièrent de vieux cas d'homicide pour les élucider. Filière froide, dès le 25 août à Canal D. Les maîtres de la précision en matière de vol de banque, Paddy Mitchell et sa bande, ont subtilisé près de 300 000 $ à la Bank of America de San Diego sans se faire prendre. À l'époque, le FBI résolvait habituellement ce genre de vol de banque en quelques jours ou en quelques semaines. Avec le gang Top Chrono, ils tournaient en rond. Ils n'avaient aucun indice. Ils se sont enfuis. Nous ne savions pas qui ils étaient, ni où ils étaient partis. S'ils ne nous arrêtaient pas sur le fait, c'était gagné, à moins qu'ils aient un coup de chance. Malheureusement pour Paddy Mitchell, les autorités ont un coup de chance. Ils devaient tous se rencontrer à Sedona, en Arizona. Mais quelque chose de terrible s'est produit. Paddy et moi étions pressés de retourner en Arizona. Alors, nous avons tout mis dans un sac et nous avons laissé Lionel se débarrasser des preuves. Il avait repéré une benne à ordures à Pacific Beach. Il devait y jeter le sac qui nous a conduits en prison. Il contenait toutes les preuves. Il devait les jeter quand il verrait le camion s'approcher. Le camion compresserait le tout et le tour serait joué. Il était sur le point de faire disparaître toutes les preuves. Et une voiture de police s'est arrêtée juste à côté de lui. Les policiers sont là et lui reste assis, immobile. Je crois qu'on peut affirmer que le cœur de Wright s'est arrêté à cet instant précis. Il est là, garé à côté de la benne à ordures, alors il doit faire quelque chose. Il prend donc quelques sacs et les dépose dans la benne, puis disparaît. Les policiers ne se doutaient pas du contenu des sacs. Ils sont donc partis. Le coup de chance s'est présenté seulement quelques jours plus tard. Il y avait des gens qui cherchaient des canettes en aluminium dans la benne à Mission Bay. Ils ont mis la main sur un gros sac, l'ont ouvert et ont trouvé les perruques, les moustaches et les sacs de toile de la banque. Il y avait des empreintes digitales partout et il s'est avéré que c'était celles de Paddy Mitchell
et de Steve Reed. Leurs empreintes étaient fichées au Canada. Ces hommes étaient très connus des services de police canadiens. Munis de l'identité de leurs suspects, les agents du FBI vérifient les registres de location de voitures. Ils tombent sur une photocopie du permis de conduire de Ronald Scott, un homme dont la ressemblance avec Lionel Wright est frappante. San Diego a pris des arrangements avec Steve Chenoweth en Arizona pour procéder à leur arrestation. J'ai reçu un appel de Phoenix m'informant de la présence de fugitifs à Oak Creek Canyon, juste au sud d'où je me trouvais. Le bureau me demandait d'aller jeter un coup d'œil et effectivement, ils étaient là. Une chose est sûre, il s'était fait beaucoup d'amis dans la région. Et certaines personnes étaient réticentes à nous fournir des renseignements. Certains refusaient carrément de nous croire. Ils disaient que ces gars étaient beaucoup trop sympathiques pour être des voleurs de banque. Déterminé à les trouver, le FBI demande l'aide de la police locale. Nous avons rencontré le FBI dans la matinée pour établir un plan d'action. Les agents ont trouvé une adresse, mais comme ils ne connaissaient pas la région de Sedona, ils m'ont demandé de trouver cette maison. Le FBI surveille la maison et Lionel Wright est dans son lit quand il est arrêté. Puis, le matin, nous avons arrêté Stephen Reed. Il a été très surpris. Il ne s'attendait vraiment pas à cela. Il croyait qu'il se faisait arrêter pour une infraction au code de la route. Quand nous avons été arrêtés en Arizona, il y avait Lionel et moi. Paddy venait juste de partir. Son lit était encore chaud. Paddy Mitchell n'avait pas fait ses adieux à l'industrie bancaire. Il a continué à faire des vols de banque importants dans les États du Sud. Paddy continue d'utiliser des faux noms et fait même appel à la chirurgie plastique pour ne pas se faire reconnaître. En décembre 1981, sous le nom de Richard Landry, il se fait arrêter pour vol dans un grand magasin de Phoenix. Richard Landry ne possédait aucun rapport d'arrestation en Arizona. Le juge l'a condamné à verser une faible caution de 16 000 $, je crois. Il n'a pas traîné pour la payer. Et encore une fois, il a disparu. Quand nous avons découvert que Landry était en fait Paddy Mitchell, nous avons intensifié les recherches. Il ne serait certainement pas sur la côte Est pendant l'hiver. Il chercherait plutôt un endroit près d'une plage où il y a du soleil et des femmes. Pas nécessairement dans cet ordre. Peu de régions offrent tout ça dans le pays. La Floride en est une, et c'est là que nous avons concentré nos efforts. Effectivement, nous avons mis la main dessus en 1983. La police l'a retrouvé dans un petit chalet à Astatula, une ville tranquille de la Floride. L'arrestation s'est faite sans bousculade. Il a été condamné par la Cour supérieure du comté de Maricopa à Phoenix à 18 ans de détention à la prison d'État en Arizona. Ce n'est pas un endroit où l'on a envie d'aller. Nombre d'évasions, aucune. Nombre de personnes tuées pour avoir essayé de s'évader, plusieurs. Même une tentative est très risquée. Paddy Mitchell restait aux aguets. Il cherchait toujours un moyen de s'évader. Le voleur de banque Paddy Mitchell purge une peine de 18 ans dans une prison à sécurité maximale de l'Arizona. Pendant des mois, Paddy Mitchell a planifié son évasion, laquelle allait s'avérer la plus audacieuse dans l'histoire de la prison d'État en Arizona. Le gardien disait de lui qu'il était l'un des escrocs les plus gentils qu'il avait rencontrés. Les autorités lui ont donc confié des tâches simples et celle qu'il voulait par-dessus tout était d'être concierge dans la salle des visiteurs dans l'immeuble administratif. Cela lui donnait accès au système d'air conditionné au-dessus du plafond. Le 9 mai, Paddy Mitchell a grimpé dans les conduites d'aération, s'est faufilé en passant au-dessus du bureau du gardien et a abouti dans une remise. De là, il était libre. Il a traversé le stationnement de la prison à sécurité maximale, est monté dans une voiture et a pris la clé des champs.
Après son évasion du pénitencier, Paddy Mitchell a déménagé aux Philippines, où il s'est marié et a vécu la vie tranquille qu'il souhaitait depuis si longtemps. Nous le cherchions depuis 1 an ou 2 et il semblait s'être volatilisé. Mais quelqu'un a appelé au bureau du FBI en disant « Je crois connaître cet homme, c'était mon voisin aux Philippines. » Il n'existe pas de traité d'extradition avec ce pays, mais nous avons établi un lien de confiance avec les autorités et le bruit avait couru. Un voisin est allé lui dire « C'est bizarre, il parle de toi au poste de police. » Paddy Mitchell avait compris. Quand le FBI s'est pointé chez lui, il était parti la veille. Le lendemain matin, il était effectivement parti. J'avais poursuivi cet homme partout au pays à différentes époques pendant une quinzaine d'années. C'était un véritable cauchemar qui ne finirait jamais. Mitchell retourne aux États-Unis et s'adonne de nouveau au seul travail qu'il connaît. Il a repéré le FBI, mais il devait recommencer. Quand un voleur de banque prend de l'âge, il n'a pas beaucoup d'options. Mitchell vole une banque dans une petite ville du Mississippi en utilisant une nouvelle technique. Il fait une alerte à la bombe. Mais cette fois-ci, il est seul, il n'a pas d'associé. Il n'a personne pour faire le guet. Il a tenté un vol dans le Mississippi, mais il a choisi la mauvaise banque et le mauvais moment. Un vol du même type avait été commis peu de temps auparavant et cela a mis la puce à l'oreille au chef de police. Les policiers devancent Mitchell et l'arrêtent à l'extérieur de la banque. À son procès, il est reconnu coupable de vol à main armée. Paddy Mitchell, le dernier des grands voleurs de banque, est envoyé à la prison de Leavenworth. À moins de réussir une autre évasion miraculeuse, il ne sera admissible à une libération qu'à son 115e anniversaire. Il a fait plus de 9 millions de dollars en volant des milliers de voitures luxueuses. Ces voitures étaient si bien maquillées qu'un acheteur honnête ne voyait que du feu. C'était le génie d'un réseau international de vol de voitures. Les techniques qu'il utilise sont si avancées qu'elles ne laissent pratiquement aucune trace. Quand on est devant ce genre de technologie, on se rapproche du crime parfait. Découvrez comment il a fait son coup à génie du crime au retour de la pause. Cet été, pour les Nord-Américains, l'automobile est une affaire de cœur. Avec ses lignes pures, elle représente plus qu'un simple moyen de transport. Elle est le symbole d'un statut social. Se vendant souvent plus de 100 000 $, les voitures luxueuses n'attirent pas seulement les gens fortunés, mais aussi les voleurs. Au début des années 90, les voleurs de voitures haut de gamme sont légion. Les vols de voitures représentent un problème sérieux en Amérique du Nord. Nous sommes actuellement en période de crise. Pour combattre la vague de vols de voitures, les manufacturiers et les compagnies d'assurance travaillent main dans la main pour rendre les vols de voitures de luxe quasi impossibles. Chaque nouvelle voiture haut de gamme est maintenant équipée de clés à code informatique, d'alarmes sophistiquées et d'anti-démarreurs. Ces véhicules luxueux possèdent des dispositifs anti-vol intégrés, ce qui les rend très difficiles à voler. Malgré ces mesures de sécurité, à la fin des années 90, une personne a trouvé une façon de voler des centaines de voitures de luxe dans les rues de Toronto. J'ai passé plusieurs années dans la section des vols de voitures et cette opération a été la plus importante de toutes. Son organisation impliquait le Canada, les États-Unis et des véhicules exportés du Canada vers l'étranger. Il est pratiquement impossible de repérer ces voitures. Le système d'allumage est intact, les clés sont des clés manufacturées. Même un enquêteur expérimenté aurait un mal de chien à reconnaître qu'il s'agit d'un véhicule volé. On voit rarement un tel degré de perfection. Selon la police, il s'est volé et revendu annuellement des voitures de luxe pour une valeur dépassant 5 millions de dollars. Quand on regarde ça, on se dit « Wow, il s'agit vraiment d'une grosse organisation. Ça fait beaucoup d'argent. »
Le génie qui a dirigé cette opération de plusieurs millions de dollars s'appelle Bill Dhaliwal, un mécanicien automobile qui a volé et modifié des véhicules de luxe avant de les revendre à des acheteurs étrangers qui ne se doutaient de rien. La question est, comment a-t-il fait? Bill Dhaliwal empoche des millions de dollars en volant et en maquillant des voitures avec une technique si perfectionnée que même la police ne peut détecter qu'elles ont été volées. Immigré indien, Bill Dhaliwal et sa femme Kuljit gèrent un atelier de carrosserie dans la banlieue nord de Toronto. Mais Dhaliwal ne se limite pas à réparer des autos. Lui et sa femme nourrissent l'ambition de faire beaucoup d'argent. Et Bill n'a pas peur d'enfreindre les lois pour atteindre son but. Dhaliwal fait de la prison dans les années 80 pour avoir fraudé des compagnies d'assurance. Plus tard, il monte une combine de plusieurs millions qui confond les policiers, les concessionnaires de voitures et les compagnies d'assurance. La première étape du plan de ce génie est de se rendre dans un parc à ferraille pour dénicher l'épave d'une BMW récente. Détruite dans un accident, la voiture n'a plus aucune utilité. Dhaliwal achète la carcasse, mais pas dans le but de la réparer. Ce qu'il cherche a beaucoup plus de valeur que la voiture elle-même. Le numéro d'identification de la voiture, le VIN, est l'élément le plus important. Chaque voiture a le sien et il n'apparaît que sur le véhicule. Ce numéro est fixé à l'usine de fabrication et il reste pendant toute la durée de vie du véhicule. Quand la voiture disparaît, son VIN disparaît aussi. Mais Bill Dhaliwal va ressusciter ce numéro. D'abord, il doit trouver un voleur de voitures. Il recrute le meilleur du réseau, Claude Ilargi. Ilargi était un voleur de voitures chevronné. Il avait la réputation d'être le plus expérimenté dans tout l'Est du Canada. Dhaliwal paie Ilargi pour lui trouver une BMW récente du même modèle que l'épave. Dans un parc de stationnement près de l'aéroport, il repère facilement le véhicule parfait. Il reste à le voler. Ces voitures haut de gamme possèdent un antivol intégré au véhicule, ce qui les rend plus difficiles à voler qu'une voiture ordinaire. Mais Ilargi est bien outillé. Utilisant un crochet de sa confection, il ouvre la porte sans déclencher le système d'alarme. Avant de mettre le contact, il doit désactiver l'antidémarreur. Il entre des données dans l'ordinateur intégré de l'auto à l'aide d'un logiciel pour diagnostic qu'il a volé et dont les concessionnaires se servent comme outil de travail. Il le reprogramme de manière à contourner l'antidémarreur. Utilisant des clés génériques volées, il met le moteur en marche. Un véhicule volé vaut 2000 $. Peu importe la valeur de l'auto. Si quelqu'un peut trafiquer un véhicule de 100 000 $ et le faire passer pour un véhicule non volé, il reprend sa valeur initiale de 100 000 $. C'est ici qu'entre en jeu le numéro d'identification du véhicule. En transférant le VIN de l'auto accidentée sur le véhicule volé, on peut le vendre comme voiture usagée. Dhaliwal doit d'abord retirer tous les VIN de l'auto volée. Les VIN sont inscrits sur la plaque dans la vitre et sur l'autocollant sur la porte du conducteur. Mais Dhaliwal a bien étudié la question. Il sait qu'il y a d'autres VIN cachés à des endroits où les gens ne regardent jamais. Il existe d'autres numéros qui sont confidentiels. On les appelle parfois les VIN de la police. Ils sont là uniquement pour aider les enquêteurs à identifier une voiture volée une fois que les VIN ont été retirés.
La voiture volée a perdu sa véritable identité et Dollywall lui en crée une autre parfaite en utilisant des VIN contrefaits à partir de numéros prélevés sur des voitures abandonnées. Tous les Bill Dollywall du monde pouvaient facilement commander des plaques et les autocollants à un faussaire. Contre un montant d'argent, il recevait des autocollants pour les portes, qui donneraient au véhicule une provenance crédible, et une plaque portant un numéro de série pour le tableau de bord, comportant les rivets appropriés. Une personne pouvait produire des répliques qui se rapprochaient beaucoup des originaux du manufacturier. Dollywall sait qu'il doit en faire plus pour éviter tout soupçon. Dans certaines voitures, le VIN est buriné dans l'ordinateur même du véhicule, de sorte que cet ordinateur est associé à ce véhicule et à aucun autre, et le numéro coïncide avec ses numéros d'identification. Il était capable de modifier les ordinateurs de telle manière que la voiture volée apparaissait, peut-être même un concessionnaire qui fournissait une garantie, comme la voiture originale. Quand on est devant ce genre de technologie, on se rapproche du crime parfait. Dollywall doit maintenant enregistrer la voiture au bureau des véhicules automobiles. Le problème avec les VIN contrefaits est qu'ils ne sont accompagnés d'aucun papier officiel. Il faut donc en fabriquer soi-même pour confirmer le numéro contrefait. Dollywall invente un historique à la voiture et falsifie des contrats de vente et des formulaires d'inspection. Puis, il enregistre la voiture sans problème au bureau des véhicules automobiles. Les papiers n'étaient pas suspects, ce qui signifiait que ces voitures pouvaient être vendues au détail. S'il paie 5 000 $ pour une voiture volée, 2 500 pour l'achat des plaques et des autocollants, et encore 500 pour payer le faussaire qui refait les numéros, il peut revendre la voiture à peu près à son prix courant, même dans le cas d'une Mercedes de 80 000 $. Même en soustrayant 10 000 $, sa marge de profit est considérable. Certaines voitures étaient si bien maquillées qu'un acheteur honnête n'y voyait que du feu. Dollywall fait un profit de 70 000 $ sur la BMW, net d'impôts. Ses affaires roulent si bien qu'il remet régulièrement une liste de voitures à Ilargi. Mais voici qu'il a un problème. Il n'arrive pas à se procurer suffisamment d'épaves pour fournir à la demande. Il invente donc un nouveau système pour se procurer des VIN non compromettants. Quelqu'un en Californie peut lui dicter les numéros d'une voiture qui ne se retrouvera jamais en Ontario. On n'aura donc jamais deux voitures portant le même VIN dans le même bureau de véhicules automobiles. Très vite, Dollywall a une équipe de dénicheurs qui travaillent pour lui partout en Amérique du Nord. Bill Dollywall disposait donc d'une bonne réserve de VIN non compromettants. Avec l'arrivée régulière de nouveaux numéros, Dollywall demande à Ilargi d'adopter une approche plus systématique pour voler la grande quantité de voitures dont il a besoin. Ilargi a donc enseigné à de jeunes voleurs de voitures comment s'y prendre pour voler certains modèles. Puis, il leur a laissé faire le travail en les supervisant. Apparemment, il se donnait des leçons de vol de voiture. L'équipe de jeunes voleurs travaillant pour le compte de Dollywall se disperse dans la ville. Premier arrêt, l'aéroport. L'aéroport international de Toronto était un terrain fertile. Ça se comprend, les gens y laissent leur voiture assez longtemps quand ils partent en voyage. En 3 jours, Ilargi et sa bande volent 15 voitures sans laisser le moindre indice à la police. Puis, Ilargi se tourne vers les parcs de stationnement du centre-ville et les résidences. Avec un réseau de criminels à son service, Dollywall est au sommet de sa gloire. Il vend 6 voitures par semaine et empoche 150 000 $. Dollywall attribuait un nouveau VIN à une voiture et la revendait.
Quelques mois plus tard, il la revolait. Il ne s'arrête pas là. Il paie des employés chez des concessionnaires pour avoir un double des clés, lui permettant de voler des voitures directement du lot. Dhaliwal avait les ressources et la main-d'œuvre pour trafiquer autant de voitures qu'il le voulait. Les voitures continuent d'affluer. Dhaliwal amasse des millions de dollars par année. Il ignore qu'il est devenu la cible d'une arnaque policière. Les palais de Buckingham. Bill Dhaliwal est au sommet de sa gloire. Avec une armée de voleurs travaillant pour lui, il vole des centaines de voitures luxueuses. Il est aussi l'objet d'une enquête policière intensive. En mai 1999, Dhaliwal est arrêté pour possession d'une voiture volée. Il est condamné à 6 mois de détention, mais même la prison n'est pas un obstacle à ses activités. Il était derrière les barreaux et il continuait de diriger les opérations. Il était évident que même en prison, ses opérations se poursuivaient. Pendant le séjour de Dhaliwal en prison, sa femme continue de gérer le garage et les vols de voitures. Les services de police avaient essayé d'arrêter Dhaliwal pour des délits mineurs, pour possession d'une voiture volée. Ils voulaient l'arrêter pour recel de voiture. Pendant de nombreuses années, Bill Dhaliwal a enfreint la loi. Il n'a pas fait beaucoup de temps en prison. Il s'arrangeait pour être accusé de diverses offenses mineures. La police en a assez de Dhaliwal. Elle décide de le coincer pour de bon. Nous voulions prouver l'existence de son organisation et la complexité du système qu'il utilisait. La meilleure façon de le faire était d'introduire un agent d'infiltration dans son organisation. Ils doivent trouver la façon d'infiltrer l'organisation et obtenir des preuves directes. Il nous fallait trouver une personne du groupe qui accepterait de se ranger du côté de la police et qui introduirait l'agent d'infiltration en le faisant passer pour un de ses associés. Au début, personne ne veut coopérer. Puis, en juin 1999, la chance leur sourit. Les policiers arrêtent un des voleurs de Dhaliwal. Pour éviter la prison, il fait un arrangement avec eux. Il a accepté d'introduire un agent d'infiltration dans l'organisation criminelle de Dhaliwal. Le détective Kelly doit se faire passer pour un voleur de voitures de grand talent. Pour le préparer à cette mission clandestine, on l'équipe de micros. Un jour de juin 1999, je suis allé avec lui dans ma voiture chez Flagship Motors à Rexdale. L'indicateur présente le détective Kelly à Dhaliwal et à sa femme. Pour impressionner Dhaliwal, il vante le talent de Kelly en matière de vol de voitures. Le plan fonctionne. Dhaliwal offre à Kelly de se joindre à son équipe. Le détective Kelly travaille pendant des mois à gagner la confiance de Dhaliwal. Il effectue de nombreux vols pour le compte de son nouveau patron. Lors d'une de ses missions, il est envoyé chez un concessionnaire local où l'un des employés entend voler des voitures de luxe directement du lot. Feignant une discussion sur une question de service, il laisse tomber les clés sur la banquette. Il a lancé les clés sur le siège pendant qu'il faisait semblant de faire une transaction concernant le véhicule que je conduisais. Muni de la clé, il retourne au garage de Dhaliwal, mais une surprise les attend. Un des voleurs que Kelly a essayé d'engager comme indicateur se trouve dans son bureau. Face à un homme qui connaît sa véritable identité, le détective Kelly craint d'être découvert. Bill Dhaliwal m'a dit « Ce gars affirme que tu es un policier », mais on lui a répondu qu'il racontait n'importe quoi. Nous savons que ce n'est pas vrai. Mais le détective se demande si Dhaliwal joue un jeu. S'il croit que la police est à ses trousses, il pourrait quitter la ville. Le constable Kelly avait fait du bon boulot pour gagner leur confiance. Il ne voulait pas croire que c'était un agent d'infiltration. Nous avons réussi à le convaincre qu'il n'en était pas un. Mais
Pour des raisons de sécurité, nous ne voulions pas prendre de risques. Il était temps de démanteler l'organisation. Quand nous avons pris la décision d'arrêter le groupe, nous avons voulu monter un scénario qui nous permettrait de le prendre en flagrant délit. Le jour de l'arrestation, j'ai eu des conversations avec eux et je devais les rencontrer pour une transaction concernant une BMW et une Toyota 4Runner. Quand il a été arrêté, il avait de faux VIN, un ordinateur intégré, des documents falsifiés, des actes de propriété obtenus frauduleusement, des clés et une grosse liasse d'argent dans sa poche. Dhaliwal est maintenant derrière les barreaux et les policiers poursuivent leur opération clandestine. Ils simulent l'arrestation de Kelly et le mettent dans la cellule voisine de celle de Dhaliwal. Je me suis retrouvé dans la cellule à côté de Dhaliwal et j'ai discuté avec lui. Et jusqu'à la fin, Dhaliwal me disait quoi dire à la police. Dis-leur que tu ne savais pas que la voiture était volée, que tu la livrais pour une autre personne, que tu ne m'as jamais vu auparavant et que tu ignores qui je suis. Au cours de l'interrogatoire filmé, je suis entré dans la pièce et je me suis présenté comme étant un constable de la police régionale de Peel. Il a blêmi. Il savait ce qu'il m'avait confié. Il savait ce que nous avions fait et ce qu'il avait dit que nous ferions. Les dés étaient jetés. Il affirmait à l'agent d'infiltration, et nous n'avons aucune raison de mettre sa parole en doute, qu'il faisait 10 000 $ sur chaque voiture, 60 000 $ par semaine, 240 000 $ par mois. S'appuyant sur des conversations enregistrées et le témoignage de l'agent d'infiltration, Bill Dhaliwal est accusé de gérer une organisation criminelle. Sa femme Colgit et 3 employés sont accusés et trouvés coupables de conspiration en vue de commettre un vol. Il avait des employés travaillant dans son entreprise légale de réparation de voitures qui participaient à ses activités criminelles. Ilargi, le voleur de voitures à la solde de Dhaliwal, est condamné à 7 ans de prison. Il a plaidé coupable à l'accusation de vol de voitures à grande échelle. Après avoir passé 15 ans à voler et à trafiquer des voitures de luxe, Dhaliwal est condamné à 10 ans de détention. Nous avons mis la main sur les preuves entourant le fonctionnement des activités. Merci à l'agent d'infiltration. Et nous n'avons jamais pu faire la preuve de l'ampleur réelle du crime. Il existe des centaines de voitures entre les mains d'honnêtes propriétaires qui ne se doutent pas qu'ils possèdent une voiture volée. Et ils ne le sauront jamais. Je crois fermement qu'on récolte ce qu'on a semé et que la justice a eu raison de Bill Dhaliwal.